Bonjour, chers internautes, à vous qui nous suivez de près comme de loin. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre rubrique « L'éducation de mon enfant, je m'implique ». Chers parents, futurs parents, êtes-vous prêts à embarquer avec nous dans cette belle aventure qu'est l'éducation des enfants que Dieu vous a confiée? Alors aujourd'hui, notre capsule portera sur les premières années d'école. Alors encore une fois, bienvenue. Donc si vous avez des questions, besoin d'aide, si vous avez besoin d'une prière ou si vous voulez faire un don, donc n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous via les différentes plateformes. Nous avons donc notre site web, le www.coeuracoeurcentre, en un seul mot, .org. Vous pouvez aussi nous écrire via info @coeuracoeurcentre, en un seul mot, .org ou coeuracoeur7@gmail.com. Vous pouvez aussi nous rejoindre en visitant notre site, notre page Facebook Cœur à Cœur ou notre chaîne YouTube Cœur à Cœur. Besoin d'aide, besoin de parler, besoin d'une prière? N'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp en composant le numéro 1 4 3 8 9 9 0 9 0 1 0. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, chers parents, chers futurs parents, peut-être même des grands-parents, des oncles, des tantes qui s'intéressent à l'éducation des enfants. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Donc, nous allons passer ce petit moment ensemble à parler un peu, à essayer de voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider nos jeunes enfants qui commencent l'école, pour les aider à cheminer, à vivre des réussites. Donc voilà, donc normalement le mois de septembre, les enfants donc, qui ont atteint l'âge pour commencer l'école, on se dit qu'ils sont prêts à commencer l'école. C'est sûr que les enfants qui ont déjà été à la garderie ou qui ont été gardés, soit par des membres de la famille ou d'autres personnes, vont peut-être avoir une facilité vraiment plus une facilité à commencer l'école parce qu'ils ont déjà été capables donc de vivre cette séparation avec les parents. Ils savent que maman est partie, mais maman va revenir me chercher. L'enfant sait qu'il n'est pas abandonné. Alors, si à la maison donc, si à la maison, l'enfant a eu une bonne routine, des règlements, des balises ont été mises en place, si un niveau d'autonomie a été atteint, si on a permis à l'enfant d'explorer, d'exécuter certaines tâches, de participer un peu à la maison, si l'enfant a été stimulé à la garderie, et à la maison, c'est très important que l'enfant soit stimulé. Nous voyons beaucoup d'enfants qui arrivent à l'école, qui ont beaucoup de difficultés parce qu'ils ont été sous-stimulés. Ces enfants n'ont pas eu la possibilité de manipuler, de toucher à certaines choses, d'apprendre certaines choses. Par exemple, un enfant très jeune déjà peut commencer à tracer certaines formes, peut commencer à reconnaître certaines formes, à reconnaître certains chiffres, certaines lettres, certains mots. C'est sûr que c'est quelque chose qui doit être fait à la maison par les parents pour préparer l'enfant en vue de commencer l'école, pour avoir une rentrée scolaire réussie, pour permettre à l'enfant de pouvoir cheminer, de pouvoir vivre certaines réussites.
L'enfant commence l'école, on peut se dire que le rôle du parent change, mais son engagement reste. On pourrait même penser que le fait que l'enfant commence l'école, l'engagement du parent s'amplifie. Le parent maintenant a une responsabilité qui est différente. Le parent doit s'assurer que l'enfant qui arrive à la maison, il a pu travailler à l'école, il a compris, il a pu faire ce qu'il devait faire en classe. Est-ce que ça a bien été avec les amis? Est-ce que ça a bien été? Est-ce qu'il a compris les consignes? Est-ce qu'il a été puni? Est-ce qu'on l'a mis au coin? Tout ça. Donc, c'est important de prendre ce temps pour le parent, lorsque l'enfant rentre à la maison, de lui poser des questions pour savoir comment a été sa journée. Je peux comprendre qu'on n'a pas le même train de vie, tout le monde. Je peux comprendre que la réalité de chaque personne est différente, mais notre priorité demeure notre enfant. J'entends souvent des parents qui vont dire je me sacrifie tellement, je travaille 2-3 emplois pour lui donner tout ce qu'il veut, mais il ne réussit pas à l'école. Ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que très souvent, en faisant ces sacrifices pour donner à l'enfant tout ce dont vous pensez qu'il a besoin, on est peut-être en train de sacrifier son avenir. Parce que ce qui est le plus important pour l'enfant, c'est votre présence, c'est votre disponibilité, c'est de savoir que vous êtes là pour l'accompagner à travers ses difficultés, à travers son questionnement. L'enfant a besoin de se sentir accompagné. Donc, il faut vraiment faire très attention pour ne pas hypothéquer l'avenir de son enfant à vouloir trop lui donner, en pensant qu'on doit tout lui donner, que l'enfant a besoin de ci, de ça. Et pourtant, ce qu'il lui faut, c'est vraiment vous, c'est vraiment ses parents, c'est vraiment la présence de ses parents. L'enfant a besoin d'être encouragé. Il a besoin que vous participiez activement à son éducation. Il a besoin de vos observations. Il a besoin que vous fassiez partie de la solution. Donc, votre rôle doit être une participation active. Il y a un partenariat qui doit se jouer entre l'école, la famille, donc plus précisément les parents et l'enfant. Si ce triangle n'existe pas, tout ce qu'on fait est voué à l'échec. C'est à ce moment-là que l'enfant va commencer à vivre des échecs, parce que cet équilibre, on doit pouvoir l'atteindre. Ce partenariat entre la famille, entre l'école et l'enfant est nécessaire. Donc, vous devez jouer activement ce rôle. Donc, lorsque l'enfant rentre à la maison, il a besoin de s'exprimer. Il a besoin de dire comment sa journée a été. Il faut que vous soyez à l'écoute. Il a peut-être envie de vous résumer une lecture qu'il a faite pendant la journée. Il faut l'encourager, il faut le motiver. On peut utiliser des mots, par exemple, lui dire « tu vas y arriver, tu es capable, je vais t'aider, je suis là, je te supervise ». L'enfant a besoin de se sentir sécurisé. L'enfant a besoin de sentir que ses parents sont présents. Autre chose, les rencontres de parents, c'est très, très, très important que vous soyez présents aux rencontres de parents, que vous posiez des questions, qu'on voit que vous êtes vraiment intéressé aux apprentissages de votre enfant, à ses difficultés. Lorsqu'on vous envoie des documents à la maison à signer, prenez le temps de les lire, prenez le temps de bien comprendre. S'il y a des thèmes, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez à ce qu'on vous les explique. Si vous soupçonnez qu'il y a une difficulté quelconque, allez rapidement chercher de l'aide. Évitez à tout prix
de dire du mal de l'école, de dire du mal d'une matière. Par exemple, dire à l'enfant, tu sais, c'est normal que tu n'aimes pas les mathématiques parce que moi, quand j'étais petit, je n'aimais pas les mathématiques. Ce n'est pas le genre de choses à dire à un enfant. Évitez aussi de critiquer son enseignant parce que l'enfant va comprendre que mes parents n'aiment pas mon enseignant, donc moi non plus, je ne peux pas l'aimer. Parce que vous savez que le côté affectif est très, très, très important pour l'enfant. L'enfant a besoin de ce côté affectif pour son développement. Vous pouvez aussi, pour aider l'enfant, afficher son calendrier, afficher son horaire sur le réfrigérateur. Vous pouvez aussi l'aider à régler ses conflits, lui montrer comment, par exemple, il a eu un conflit avec un autre ami, comment le lendemain, il peut retourner voir l'ami pour lui dire calmement, dans ces mots, voilà comment ce que tu m'as fait m'a dérangé. Donc, tout ça, c'est ce qui va permettre à votre enfant de réussir ses apprentissages. Il y a aussi, on sait à quel point que la période des devoirs peut être ardue, à quel point que l'enfant va essayer de fuir. L'enfant peut essayer de trouver toutes sortes de raisons possibles et imaginables pour ne pas avoir à faire face à cette tâche parce qu'il trouve que c'est vraiment difficile. Donc, il vous appartient comme parent d'encadrer votre enfant, de l'accompagner pas à pas jusqu'à ce qu'il puisse atteindre cette autonomie. C'est sûr que les toutes premières années, la première année en particulier, l'enfant a besoin que vous vous assoyiez avec lui pour la période de devoir. Il faut établir une routine. Donc, une routine, est-ce qu'on commence les devoirs avant le souper, après le souper, quitte à préparer le souper peut-être pour 2-3 jours parce que l'enfant a besoin de votre attention. L'enfant a besoin que vous soyez disponible, pas seulement disponible dans la maison, mais disponible pour vous asseoir avec lui, pour l'aider à faire ses devoirs. Les toutes premières années, c'est très, 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 très important que vous le fassiez. L'enfant a besoin d'être stimulé. Donc, il a besoin d'être encouragé quand c'est difficile. C'est sûr que devant l'ampleur de la tâche, il peut se décourager. À ce moment-là, le parent doit être créatif pour peut-être lui trouver un autre moyen de rendre cette période plus amusante. Peut-être permettre à l'enfant de chanter, par exemple, les réponses aux mots de vocabulaire, lui permettre d'utiliser des céréales pour cette table de multiplication, pour cette table d'addition, de soustraction, des céréales qui va, bon, après chaque bonne réponse qu'il va pouvoir manger. Donc, la première des choses, c'est vraiment d'établir une routine. Donc, il y a une routine qu'on essaie le plus que possible de respecter. On peut, par exemple, donc, il y a un des parents qui s'occupe des autres enfants, s'il y a des enfants plus jeunes, et le parent qui a le plus de patience, le parent qui est le plus disponible à travailler avec l'enfant devrait être le parent qui l'aide à faire ses devoirs. Prendre le temps d'éliminer toute source de distraction. Ce n'est pas le moment d'être au téléphone, éteindre la télévision, parce que c'est le moment, c'est un temps privilégié pour l'enfant qui doit faire ses devoirs. Il doit être dans un endroit calme pour pouvoir faire ses devoirs. C'est très important qu'il ait toute l'attention du parent qui est en train de l'aider à faire ses devoirs. Éviter que le temps des devoirs soit un supplice, que ça soit pour le parent, que ça soit pour l'enfant. C'est une période qui doit quand même être assez amusante. On lit avec l'enfant dans un premier temps, donc on élimine tout ce qui autour peut distraire l'enfant. On est dans un endroit calme. On s'installe avec l'enfant,
on peut lire la liste des devoirs. On peut l'aider donc à décider quel devoir il veut faire en premier. On permet à l'enfant de prendre cette décision-là. Donc, on peut lire avec lui les consignes pour tel devoir. On le laisse dans un premier temps essayer à le faire seul, parce qu'il ne faut pas oublier que le devoir qu'on donne à l'enfant, c'est parce que habituellement, la notion a été enseignée pendant la journée et c'est le devoir qui va permettre à l'enseignant de vérifier la compréhension de la notion qui a été enseignée pendant la journée. L'enfant est normalement en mesure de faire son devoir. C'est sûr qu'on est assis à côté de lui, on lit la consigne avec lui, on le supporte, mais on l'invite quand même à essayer de le faire seul. Et si on voit qu'il présente quelques difficultés, on peut commencer à lui expliquer les consignes. On peut commencer à relire les consignes avec lui. Ça serait aussi important de poser des questions, à savoir, est-ce que tu as écouté aujourd'hui dans la classe? Est-ce que tu étais distrait à un moment donné? Est-ce que tu étais toujours attentif? Est-ce que tu as posé des questions? Est-ce que tu as levé la main pour manifester le fait que tu n'avais pas compris le travail? Peut-être que l'enfant va vous dire, oui, quand j'étais en classe, j'avais compris, mais maintenant, je ne comprends pas. C'est possible. Ce sont des choses qui arrivent. C'est possible que l'enfant était attentif en classe. C'est possible qu'il a écouté. C'est possible qu'il a fait les exercices. C'est possible qu'il comprenait en classe et que rendu à la maison, il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, il n'arrive plus à s'en rappeler. C'est important d'être à l'écoute de tout ça pour pouvoir déceler une difficulté quelconque. Peut-être que l'enfant a une difficulté d'apprentissage quelconque. C'est aussi important de faire un petit test avec son enfant pour découvrir quel type d'apprenant il est. C'est sûr que nous avons tous les trois types visuels, auditifs et kinesthésiques, mais chaque personne a un style dominant. Il y a des personnes dont le style dominant est visuel, donc c'est leur style dominant. Ce sont les personnes qui vont, les élèves qui vont demander, qui vont avoir besoin que l'enseignant écrive tout au tableau, qui vont avoir besoin de travailler dans un endroit ordonné, qui vont demander d'écrire dans le calendrier, dans l'agenda. Ils vont avoir besoin d'être installés loin des fenêtres, loin des mouvements de toutes sortes. Donc, ils vont utiliser beaucoup les surligneurs, plusieurs souligneurs, beaucoup de couleurs. Donc, ils vont utiliser des graphiques, des tableaux. Ils vont faire des représentations mentales, donc utiliser l'image dans leur tête, les associer avec des motifs, des idées. Ce sont des gens aussi qui sont très organisés, qui ont une mémoire photographique, qui aussi gesticulent en parlant. On va les voir parler, ils vont faire plein de gestes, ils vont être portés à toucher les gens lorsqu'ils parlent. Ce sont des gens aussi qui vont résoudre des problèmes en les visualisant dans leur ensemble. Ce sont des gens qui gesticulent beaucoup. Tandis que l'apprenant auditif, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'écouter la musique en faisant ses devoirs. La musique très forte. Et c'est cette musique-là, donc avec cette musique-là, il va pouvoir comme faire le lien avec le travail et la musique. C'est quelqu'un aussi qui va inventer une chanson pour retenir, par exemple, les mots de vocabulaire. C'est quelqu'un qui apprend en écoutant.
Et c'est aussi quelqu'un qui est facilement distrait. Il apprend des leçons par cœur. Le kinesthésique, lui, à son tour, donc celui qui a un style dominant kinesthésique, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de faire des activités de manipulation. En mathématiques, on va utiliser des blocs pour cet enfant-là. Par exemple, pour les fractions, c'est un enfant qui a besoin de manipuler des objets pour comprendre. C'est un enfant qui va peut-être être couché dans son lit pour faire ses devoirs, pour travailler. C'est aussi un enfant qui ne pourra pas rester concentré sur une tâche trop longtemps. Il va plutôt faire des petites sessions fréquentes, mais de courte durée, parce qu'il n'arrive pas à garder sa concentration longtemps. Il a besoin de bouger, de se déplacer, de marcher en étudiant ou de manipuler une balle de caoutchouc. Ça va l'aider à rester concentré. C'est absolument important de bien connaître son enfant, de connaître son style d'apprenant. Et ça peut faire toute la différence. Le fait de connaître son style d'apprenant, ça nous permet d'aller développer avec lui ça nous permet donc d'aller développer avec lui certaines stratégies qui va lui permettre de bien apprendre, de bien se débrouiller. Donc, lorsqu'il fait face à des difficultés. Alors, les premières années dans la vie de l'enfant, lorsqu'il est à l'école, le rôle du parent est vraiment primordial. Sa participation doit être active. Il ne fait pas le devoir à la place de l'enfant, mais il est présent, il est à côté de l'enfant, il l'assiste, il le guide et au fur et à mesure, il peut le conduire vers cette autonomie à arriver à faire son devoir tout seul, qui habituellement arrive vers l'âge de 9 ans à peu près, où ce que l'enfant pourra faire ses devoirs tout seul, mais le parent reste quand même tout près. L'enfant sait que le parent est prêt, que le parent est disponible à lui donner un coup de main s'il ne comprend pas. Donc, aussi, c'est très important de fixer des objectifs avec l'enfant, des objectifs qui sont précis, atteignables et mesurables. C'est pas je terminerai, je réussirai mon année scolaire. C'est vraiment précis, atteignable, mesurable. Précis, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, mon prochain examen ou le prochain devoir, j'augmenterai ma note de 5% par exemple, ou de 5 points pour l'enfant plus jeune. J'arriverai à faire mon travail de vocabulaire tout seul. C'est un objectif clair. Atteignable, l'enfant a participé, il sait qu'il est capable d'atteindre l'objectif, le parent sait qu'il est capable d'atteindre l'objectif. Mesurable, on peut dire par exemple 5 mots de vocabulaire, 10 mots de vocabulaire, terminer son travail en 30 minutes, en 25 minutes. Donc, c'est précis, c'est atteignable et c'est mesurable. On peut vérifier pour voir est-ce qu'il a été en mesure de réciter ces 10 mots de vocabulaire comme il avait dit qu'il allait le faire. Est-ce qu'il a été capable de le faire dans le temps qu'il avait dit qu'il allait le faire. À ce moment-là, on pourrait par la suite revoir avec l'enfant. Dites-vous bien que ces sacrifices consentis que vous êtes prêts à faire pour aider votre enfant à cheminer au début de sa vie scolaire, vous éviteront bien des maux, bien des troubles plus tard. Plus vous êtes impliqué dans la vie scolaire de votre enfant, plus vous serez
enclin à découvrir si l'enfant a des difficultés au niveau académique. Et rapidement, vous serez en mesure d'aller chercher de l'aide. Si votre enfant a une dyslexie ou une dysorthographie, etc., il pourra très tôt bénéficier de l'aide nécessaire que les spécialistes peuvent lui apporter. N'hésitez pas à aller voir les spécialistes dans les écoles, à leur parler, à comprendre c'est quoi les difficultés de votre enfant s'il en a. Donc, c'est très, très, très important aussi d'avoir des attentes réalistes. Évitez de comparer votre enfant avec les autres. Votre enfant, comme j'ai dit, a son style pour apprendre. Votre enfant n'est pas comme le grand frère, comme la petite sœur, comme la grande sœur. C'est un enfant unique. Il est différent des autres. Il faut donc le respecter dans son style d'apprentissage. Il faut aussi comprendre que chaque enfant apprend à son rythme. Soyez plutôt la personne qui va le motiver, qui va l'encourager, qui va le pousser à relever des défis, qui va le pousser à se relever de ses échecs et qui va l'aider aussi à comprendre que les échecs font partie de tout apprentissage. S'il y a un examen, il a eu un échec, ça serait peut-être le moment de vous asseoir avec lui pour regarder avec lui pourquoi ça n'a pas bien été. Vous savez, habituellement, les enfants sont très honnêtes. Ils vont vous dire, c'est parce que je n'avais pas suivi en classe, c'est parce que je n'avais pas assez étudié, c'est parce que je n'ai pas écouté, c'est parce que j'étais distrait. Ou il vous dira, j'ai tout fait, mais je n'ai pas réussi. Donc, à ce moment-là, ça serait peut-être le temps donc de voir avec lui quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux la prochaine fois. Ensuite, il ne faut pas oublier que votre enfant a besoin que vous lui fassiez confiance. Votre enfant a besoin de savoir que vous avez foi en ses capacités. Oui, je comprends que les notes soient importantes. C'est vrai que les notes sont importantes, mais il n'y a pas que ça. Il faut considérer l'effort qu'il a déployé. Il faut considérer tout ce qui a été mis en place pour qu'il puisse arriver là où il est. Donc, évitez de revenir sur ses échecs. Il faut, sauf si c'est pour construire. Présentez-vous comme aussi un humain qui fait des erreurs, un humain qui est capable de vivre des échecs, mais qui s'en relève. Félicitez-le pour les matières dans lesquelles il excelle et accompagnez-le dans les autres. Soyez à l'écoute pour connaître ses goûts, ses intérêts, ses besoins et à la rigueur, encouragez-le à essayer de nouvelles activités, à essayer de nouvelles choses. Soyez présent dans ces activités parascolaires. Si votre enfant joue au basket, soyez présent à ces games de basket. Encouragez-le. En résumé, ce petit enfant qui, au départ, était ce bébé que vous teniez dans vos bras, cet enfant qui dépendait complètement de vous, est maintenant un enfant qui commence à cheminer, qui commence à atteindre une certaine autonomie. Mais vous, le parent, vous êtes nécessaire, votre présence, votre compréhension, votre amour, votre présence active, votre implication dans tous les aspects de sa vie sont nécessaires et c'est ce qui va contribuer à son cheminement scolaire. N'oubliez pas que vous faites toujours partie de la solution. Vous êtes un des acteurs les plus importants. Ce partenariat qui se joue entre la famille, l'école et votre enfant est nécessaire. Donc, un parent qui s'implique va rapidement déceler les difficultés de son enfant pour aller rapidement chercher de l'aide. Les difficultés n'empêchent pas à un enfant de réussir sa vie.
Peut-être qu'il ne va pas exercer le métier que vous auriez souhaité, mais il va réussir sa vie si vous l'accompagnez. Je vais maintenant vous laisser avec cette portion de l'Écriture qu'on trouve dans Proverbe 22, le verset 6, que tout le monde connaît. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça dit bien quand il sera vieux. Donc, c'est possible qu'il s'en détourne à un certain rendu à l'adolescence ou un peu plus tard, mais quand il sera un peu plus vieux, il va revenir. Il faut faire confiance à Dieu. Je vous invite donc à faire tout ce qui est possible. Laissons l'impossible entre les mains de Dieu. Shalom.